Maintenant, c'est le moment de notre table ronde et pour l'animer, je vais demander à Valentin Schirmer de me rejoindre. Il est rédacteur de l'Étudiant Libre et anime une ou deux émissions, je crois, deux émissions sur notre partenaire, chez notre partenaire Radio Courtoisie. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, à une table ronde, il faut évidemment plusieurs personnes, puisque je me sens à présent un petit peu seul sur cette scène. Et donc, je vais demander à mes invités de me rejoindre. Je vois Olivier Ray qui est là-bas, peut-être qu'il peut déjà nous rejoindre sur scène, vous pouvez l'applaudir. Olivier Ray, vous êtes donc philosophe, polytechnicien, mathématicien, vous avez cette double casquette de la philosophie et des mathématiques, membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Et puis on va citer quelques-uns de vos ouvrages marquants. Bien sûr, Une question de taille aux éditions Stock, L'heure et malheur du transhumanisme, qui correspond un petit peu au sujet d'aujourd'hui, aux éditions Desclés de Brouwer. Et puis votre dernier livre, Réparer l'eau, aux éditions Stock également. Je tiens à préciser que je crois que vous serez en dédicace à partir de 18h après cette table ronde dans le colloque de l'Iliade. Donc vous pourrez retrouver les signatures d'Olivier Ray. J'ai demandé également à Adriano Cianca, de venir sur scène. Vous pouvez l'applaudir également. Adriano Cianca, vous êtes journaliste et militant national révolutionnaire italien, responsable de culture dans le mouvement Casa Pound. Vous dirigez le journal Il Primato Nazionale, j'espère que l'accent n'est pas trop déformant, et vous avez cofondé également la revue Prometeica, et dernièrement, pour la Nouvelle Librairie et l'Institut l'Iliade, vous avez préfacé un ouvrage très important, Nietzsche et Wagner, le mythe surhumaniste de Giorgio Locchi. Et d'ailleurs, nous aurons normalement le fils de Giorgio Locchi, Pierluigi Locchi, qui sera avec nous pour traduire éventuellement et pour vous aider dans votre tâche. Alors, je voudrais évidemment, avant de céder la parole à mes invités, qui sont bien plus brillants et pertinents que moi, simplement rappeler une actualité pour donner un petit peu la situation actuellement où on est au niveau du transhumanisme, puisque cette table ronde va évidemment concerner le transhumanisme et quelles réponses on peut y apporter. Vous n'êtes pas sans savoir que l'un des principaux mandataires de cette cause transhumaniste s'appelle Elon Musk. Alors, je pense que pour certains dans cette salle, il a permis de retrouver un compte Twitter, mais il a également d'autres projets. Eh bien, sachez qu'en mars dernier, il a demandé à la Food and Drug Administration américaine l'autorisation de tester pour la première fois des puces cérébrales sur des êtres humains. Et la FDA lui a refusé la chose, mais c'est là que ça devient intéressant. Elle lui a refusé, non pas pour des raisons morales ou éthiques, simplement à cause d'un risque sur les batteries de ces puces qui contiennent du lithium. Donc évidemment, du lithium dans le cerveau, c'est pas ce qu'il y a de plus propice. Et tout cela pour vous dire que le débat qui est le nôtre aujourd'hui, il est dans un contexte où une puissance aussi symbolique et forte que les États-Unis ne mettent plus de barrières morales et éthiques au puçage des cerveaux et au testage des puces sur les cerveaux humains. Donc voilà, on assiste vraiment à l'avènement de cette civilisation, de ce projet transhumaniste. Et donc, il est d'urgence de réfléchir à la réponse qu'on va apporter à ce transhumanisme. Alors, il y a deux alternatives qu'on va présenter ce soir et que chacun de mes invités va représenter. Olivier Ray va représenter la réponse bioconservatrice. En tout cas, on va parler de bioconservatisme. Et Adriano Cianca, vous êtes plutôt dans une tendance surhumaniste nietzschéenne qu'on détaillera évidemment avec vous. Mais je vais peut-être me tourner d'abord vers le philosophe, puisque pour philosopher, il faut aussi avant tout définir les termes. Donc peut-être qu'on peut commencer par définir, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde, et ensuite rentrer dans la discussion, ce qu'est pour vous le transhumanisme, Olivier Ray. Non, c'est pas ce qu'il est pour moi, c'est ce qu'il la manière dont lui-même se présente. En fait, il se trouve que depuis maintenant un bon moment, la puissance technologique s'est mise à transformer le monde de fond en comble. J'aime bien faire la différence entre technique et technologie. Pour moi, la technique, c'est quelque chose qui est tout à fait inhérent à l'être humain. Dès qu'il y a de l'humain sur la Terre, il y a un rapport
au monde qui implique des objets techniques, mais en même temps on sent bien que du silex taillé à la centrale nucléaire, quand même quelque chose s'est produit. Et en fait ce qui s'est produit, c'est l'apparition au XVIIe siècle des sciences mathématiques de la nature, et ça a donné à partir du XIXe siècle une transformation technologique du monde, et je réserve le terme technologie pour un type particulier de techniques qui seraient des techniques inimaginables sans les sciences mathématiques de la nature. Pendant très longtemps, les hommes ont élaboré leurs techniques dans une confrontation directe avec la nature. Ils les ont élaborées avec leur ingéniosité et puis se les transmettaient de génération en génération avec de menues améliorations. Depuis le XIXe siècle, on est rentré dans un nouveau régime, qui est un régime technologique, où là, en fait, ce sont les sciences mathématiques de la nature, les équations dans les sciences physiques, qui permettent d'imaginer de nouveaux dispositifs et ensuite de les construire. Alors donc, depuis le XIXe siècle, la technologie est devenue une force transformatrice absolument gigantesque à l'extérieur de l'être humain, et nous en sommes arrivés à un stade de développement de la technologie où certains se disent qu'après avoir transformé le monde à l'extérieur de nous, le temps serait venu de nous transformer nous-mêmes, d'utiliser cette technologie pour une auto-transformation de l'être humain, et l'être humain ainsi transformé ne serait plus vraiment un être humain, mais quelque chose qui transcenderait l'humain à l'ancienne tel que nous le connaissons, donc un post-humain. Et dans le transhumanisme, le trans peut se comprendre de deux manières. À la fois, c'est le trans de transitoire, c'est-à-dire que l'être humain n'aurait été qu'un état transitoire entre l'animal et le surhumain, et puis également le caractère transcendant de ces post-humains qui nous succéderaient. Merci beaucoup. Maintenant, je vais sans doute passer la parole à Adriano Cianca. Alors, sur justement votre tendance surhumaniste, cette réponse au transhumanisme, est-ce qu'on vous entend bien? Vous pouvez tester le micro pour qu'on vous entende? Si sente? Ah, parfait. Oui. Magnifique. Et donc, peut-être qu'on peut aussi définir votre vision parce que vous représentez cette tendance surhumaniste. Sur le plan des sonorités, on peut penser que ça rejoint le transhumanisme, mais finalement, comment est-ce que vous pourriez, développer cette réponse surhumaniste au transhumanisme? Prima di rispondere vorrei ringraziare l'Istituto Iliad di questo invito. Avant de répondre, je voudrais remercier l'Institut Iliad pour cette invitation. E non per omaggiare il mio gentile traduttore, ma è per me un particolare onore essere qui nel giorno del centenario della nascita di Giorgio Locchi. Da italiano per me è un grande onore. Oui, alors ce n'est pas pour rendre un hommage à son gentil traducteur, mais pour lui c'était un honneur particulier d'être ici ce jour, qui est le jour du centenaire de la naissance de Giorgio Locchi. Per rispondere alla domanda, io credo che il transumanismo possa essere inteso in tre modi nel dibattito contemporaneo. Alors pour répondre à la question, je crois que le transhumanisme peut être entendu de trois façons différentes dans le débat contemporain. Il transumanismo indica una descrizione, una prescrizione e una ossessione. Le transhumanisme indique une description, une prescription et une obsession. La descrizione riguarda l'affermarsi di tutta una serie di tecnologie che mettono in questione l'umanità dell'uomo. La description concerne l'affirmation de toute une série de technologies qui mettent en question l'affirmation de l'homme. La prescrizione è ovviamente la formulazione di una ideologia organizzata anche in movimenti che costituisce l'ossatura del transumanismo politico e organizzato. La prescription est évidemment la transmission l'organisation d'une idéologie qui va organiser toutes les activités, scusami ti so perso, è la formulazione di una la formulazione di una ideologia compiuta e organizzata. Oui, c'est la formulation d'une idéologie qui s'est accomplie et qui est organisée, che si esprime anche in movimenti transumanisti ufficiali.
et qui s'exprime aussi dans des mouvements transhumanistes officiels, e che ritiene che questi cambiamenti siano sempre e comunque necessariamente buoni, et qui stipule que tous ces changements sont toujours et nécessairement bons. E poi c'è l'ossessione che soprattutto nel mondo non conformista ha inquinato un po' il dibattito. Et puis il y a l'obsession qui, surtout dans le monde, disons, non conformiste, a un peu, disons, pollué le débat. L'ossessione per il transumanismo è quella che porta a vedere un pericolo anche nel QR code del menù del ristorante. Et l'obsession, c'est ce qui nous pousse à voir un danger, même dans le QR code qui nous donne le menu du restaurant. Per quanto mi riguarda, credo che vada innanzitutto combattuta questa ossessione, En ce qui me concerne, je pense que la première chose qui doit être faite, c'est combattre cette obsession, perché non ci aiuta a comprendere il presente e organizzare il futuro. parce que cela ne nous aide pas à comprendre le présent et à organiser l'avenir. Conosco abbastanza bene l'ideologia transumanista perché ho anche degli amici transumanisti. Alors, il connaît assez bien l'idéologie transhumaniste, il dit, parce qu'il a aussi des amis transhumanistes, Ma non sono convinto che sia la risposta che ci occorre. mais il n'est absolument pas convaincu que ce soit la réponse dont nous avons besoin. Il transumanismo come ideologia è minato da un approccio messianico Le transhumanisme comme idéologie est miné par une approche messianique e anche ingenuo. et également ingénue. Si tratta di immaginare un futuro in cui non vivremo fino a 500 anni, non avremo malattie, insomma, il mondo in cui sarà finita la storia. Oui, bref, il s'agit d'imaginer un futur où nous vivrons 500 ans, où nous n'aurons plus de maladies. Bref, c'est un monde où il ne se passera plus rien, où ce sera la fin de l'histoire. Ciò nonostante, il transumanismo come questione aperta sull'umanità dell'uomo non è eludibile. Cela dit, le transhumanisme comme une question ouverte sur l'évolution de l'homme ne peut pas être évité. E per affrontare questa questione aperta Et pour affronter cette question ouverte, dobbiamo rifarci a tutti quei pensatori che nell'Ottocento e nel Novecento avevano già anticipato questa situazione. nous devons nous reporter à tous les penseurs qui, au XIXe et au XXe siècle, avaient déjà anticipé cette situation. Penso a Nietzsche, ad Heidegger, a Junger, a Marinetti, Il pense à Nietzsche, à Heidegger, à Jung, à Marinetti, a Giorgio Locchi. a Giorgio Locchi. Quei pensatori che avevano visto l'arrivare di una frattura, di un momento di passaggio, Ces penseurs qui avaient vu arriver un moment de fracture, un moment de passage, e che ritenevano che questo momento di passaggio non andasse condannato ma andasse cavalcato. et qui retenaient que ce mouvement de passage ne devait pas être condamné, mais chevauché. E che occorresse continuare quella fondamentale mobilitazione del mondo che da sempre caratterizza l'uomo. Et qu'il fallait poursuivre cette fondamentale mobilisation du monde qui depuis toujours caractérise l'homme. Ben sapendo che quando l'uomo cambia il mondo, in qualche modo cambia sempre anche se stesso. Tout en sachant que quand l'homme change le monde, d'une certaine façon aussi, il va se changer lui-même. Ma non si tratta di deplorare questo possibile cambiamento, Mais il ne s'agit pas de déplorer ce possible changement, ma di pensare a in che modo esso possa essere desiderabile o meno. mais de penser de quelle façon celui-ci puisse être désirable ou non. E in ogni caso si tratta sempre di fare la storia così come noi lo vogliamo. Et dans tous les cas, il s'agit toujours de faire l'histoire comme nous le voulons, ainsi que nous le voulons.
On peut effectivement rebondir là-dessus, Olivier Rest, c'est-à-dire que quand on entend Adriano Chanca, on présente effectivement, alors bien sûr, vous avez bien sûr précisé la différence de nature entre la technique et la technologie, mais on peut aussi penser que la transformation du réel est une constante de l'homme depuis effectivement plusieurs millénaires, c'est même ce qui le caractérise en tant qu'homme. Alors est-ce que finalement on peut ne serait-ce que poser la question de l'inéluctabilité de cette civilisation transhumaniste, puisque depuis tout temps, l'homme a toujours été de l'avant, en tout cas, dans la création de nouvelles technologies, dans la création dans la croissance. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut opposer une réponse à ce mouvement de l'histoire ? Bon, d'abord, sur la question de la continuité, je voudrais quand même souligner une chose. Bon, je peux me référer pour cela, pour l'illustrer, à l'anecdote que racontait Freud. Bon, c'est quelqu'un qui avait emprunté un chaudron, et puis il rend le chaudron à son propriétaire, mais le propriétaire n'est pas content parce qu'il trouve un trou au fond du chaudron. Et alors, donc, il va se plaindre auprès de la personne à qui il avait prêté le chaudron, et cette personne répond non, mais quand je t'ai rendu ton chaudron, il n'y avait pas de trou. D'ailleurs, quand tu me l'as prêté, il y avait déjà un trou, et de toute façon, tu m'as jamais prêté de chaudron. Vous voyez, bon, alors, chacun de ces lignes de défense, bon, pourrait se soutenir, mais les trois à la fois, ça fait beaucoup. Et en fait, là, si vous voulez, quand on justifie le transhumanisme en disant de tout temps, voilà, il y a un progrès technique et aujourd'hui technologique, et donc en fait ça n'est jamais que la continuation. Mais alors pourquoi parler de transhumanisme si en fait ça n'est jamais que la continuation de ce qu'il y avait auparavant? Et là il y a une contradiction, si vous voulez. Les transhumanistes vous disent on va tout transformer, on sera tellement différents justement qu'on sera même plus des humains, on sera des transhumains. Et puis quand on s'inquiète, ils disent « Ah ben non, mais depuis l'homme préhistorique, de toute façon, ça a toujours été comme ça. » Donc à la limite, on peut tenir une ligne ou l'autre, mais on ne peut pas tenir les deux à la fois. Alors pour ce qui est de la technologie, est-ce qu'on peut arrêter le mouvement ou pas? En fait, on est dans une situation très délicate, alors j'espère que ça va marcher, parce que j'avais préparé 2 citations qui normalement illustraient voilà. Alors ça, c'est la première. Vous voyez, en fait, ce qui se passe depuis le 19e siècle, c'est que la technologie est la principale dispensatrice sur Terre de la puissance. Et là, vous avez une citation d'un lettré chinois, une citation, quelque chose qui a été écrit en 1900, donc vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Et c'est assez extraordinaire, parce que vous voyez, les Chinois, ils étaient tranquilles chez eux. Et puis, au XIXe siècle, les Européens ont débarqué et, armés de canonnières et d'armes plus sophistiquées grâce à leur meilleure métallurgie et grâce déjà donc à leur industrie et à leur technologie, eh bien, se sont mis à faire la loi chez eux. Et 1839, déclenchement de la première guerre de l'opium, vous vous rendez compte quand même que l'Empire britannique va faire la guerre à l'empereur de Chine pour obliger l'empereur de Chine à mettre l'opium en vente libre en Chine, parce que les Anglais avaient une balance commerciale déséquilibrée avec la Chine, et donc pour équilibrer cette balance commerciale, ils voulaient leur vendre l'opium qu'ils produisaient en Inde, et donc pour ça, il fallait que l'empereur accepte que sa population devienne opiumane. Bon, ça a duré pendant des décennies, des contingents français se sont même mêlés à l'histoire à un moment donné, il y a eu le sac du palais d'été. Bon, pour les Chinois, la période qui s'étend de 1839 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle le siècle de l'humiliation. Et on ne peut absolument pas comprendre la frénésie technologique qui s'est emparée de la Chine depuis quelques décennies si on n'inscrit pas cela en perspective avec ce siècle de l'humiliation. Et là, vous voyez que déjà en 1900, il y avait un lettré chinois qui avait compris que lui n'avait aucun goût pour la technologie occidentale, mais si la Chine ne voulait pas être en permanence humiliée par les Occidentaux, elle devait se mettre à cette technologie. Donc là, on a une obligation, d'une certaine manière, parce que, étant donné que la technologie dispense la puissance, eh bien, quiconque ne voudrait pas souscrire au mouvement se retrouverait dans la situation des peuples colonisés au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Bon, ça c'est une chose. Mais le problème que l'on a, c'est que, en même temps que cette technologie
on en a besoin pour tenir sa place. En même temps, cette technologie, au fur et à mesure qu'elle se développe, elle nous vide de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement puissante que finalement, on s'en remet de plus en plus à elle pour de multiples tâches, et les facultés qui ne sont pas utilisées, eh bien, elles dépérissent. Et là, je vous ai mis une citation de Louis Aragon, donc déjà dans les années 60. Alors l'exemple d'intelligence artificielle qu'il prend est celui de l'époque, c'est-à-dire en fait les boutons d'un ascenseur sur lesquels on peut appuyer dans n'importe quel ordre, et puis derrière on a un petit circuit imprimé qui va mettre tout ça dans l'ordre pour que l'ascenseur desserve successivement les bons étages. Mais Aragon voit très bien ce qu'il y a derrière, et ce qu'il voit, c'est que à partir du moment où justement on n'a plus à faire usage de nos facultés pour résoudre un très grand nombre de questions, eh bien ces facultés vont dépérir, et pendant que notre technologie devient de plus en plus performante, de plus en plus sophistiquée, Aragon dit nous allons régresser vers l'amibe. Et c'est là la tenaille dans laquelle nous sommes, et je ne dis pas que j'ai de solution, parce que c'est une situation vraiment... on est entre Charybde et Scylla. Si on n'a pas les technologies, on se fait écraser par des ennemis, mais si on développe énormément la technologie, au bout d'un moment, si vous voulez, on devient des coquilles vides au service simplement de notre technologie. Samuel Butler, au XIXe siècle, dans son livre Everyone, en fait c'est Nowhere à l'envers, c'est une contre-utopie, mais il imaginait que pendant un certain temps, en fait, les hommes utilisaient les outils, les instruments, les machines à leur service, et qu'à un moment donné, une inversion allait se produire, où ce sont en fait les machines qui vont diriger le monde, et les êtres humains deviendront les organes reproducteurs simplement des machines. Et en fait, avec le transhumanisme, en fait, on peut dire que ce qu'on nous propose, c'est d'intérioriser, en fait, d'importer à l'intérieur même de notre propre corps cette technologie, avec le risque qui existe déjà de manière évidente avec celle qui est encore extérieure, c'est que nous devenions les simples serviteurs de ces objets. Et donc à ce moment-là, à quoi bon survivre si finalement nous survivons en tant que serviteurs ? Effectivement, c'est un reproche qui est très souvent fait au transhumanisme, c'est celui, Olivier Rey l'a très justement dit, de vider la coquille humaine. Donc finalement, entre les deux solutions qui vous opposent, c'est d'abord la définition de l'homme qui vous est différente et qu'il faut aussi développer, puisque le transhumanisme, évidemment, modifie l'homme, comme toute technologie, comme toute technique, mais donc est-ce qu'à la fin, à l'accepter, nous pourrions simplement rester humains ? Credo che sia un errore immaginare l'uomo in modo fisso. Je crois que c'est une erreur d'imaginer l'homme d'une manière figée. L'uomo non è mai stato fisso, fermo in una condizione biologica o tantomeno culturale. L'homme n'est jamais resté fixé dans une condition biologique et encore moins culturelle. È cambiato nel corpo e ovviamente anche nel suo cervello. Il est changé, il a évolué dans son corps et également dans son cerveau. E si parla spesso di hubris per il transumanismo o anche per lo stesso sovrumanismo. On parle souvent de hybris pour le transhumanisme et parfois même pour le surhumanisme. Ma forse è una forma ancora superiore e ancora peggiore di hubris. Mais peut-être y a une forme encore supérieure, voire pire que l'hubris, che è quella di pensare che l'uomo, così come lo conosciamo, sia eterno e sia la forma somma dell'evoluzione non più migliorabile. Et qui serait de penser que l'homme tel que nous le connaissons est éternel et qu'il représente le sommet absolu de tout ce qu'il peut être et devenir. In ogni caso, quando si discute di questi argomenti, de toute façon, quand on discute de ces arguments, aleggia sempre lo spettro di uno scenario distopico. Il y a toujours se profile toujours un scénario, un profil de scénario dystopique. Ma io credo che la peggiore distopia che possiamo immaginare, mais je crois que la pire dystopie que nous puissions imaginer, è quella di un regime che volesse bloccare
la ricerca, la scienza, la creatività umana. C'est celle d'un régime qui voudrait bloquer la recherche, la science, la créativité humaine. In nome di una umanità dell'uomo che pensiamo sia eterna, ma che in realtà è storicamente connotata. Au nom d'une humanité de l'homme que nous croyons éternelle, mais qui en réalité est historiquement connotée. E questo potrebbe succedere unicamente con una fortissima repressione poliziesca. Et cela ne pourrait advenir d'ailleurs qu'avec une très forte répression policière. E che ovviamente dovrebbe estendersi a livello globale. Et qui évidemment devrait s'exercer à un niveau global. Perché è evidente che se la Francia o l'Italia volessero bloccare ad esempio la ricerca sulla intelligenza artificiale, Parce que si par exemple, il est évident que si par exemple la France ou l'Italie voulaient bloquer la recherche sur l'intelligence artificielle, par exemple, farebbero dei danni a loro stessi, ma non cambierebbero nulla rispetto all'avvento di questa tecnologia. ils ne provoqueraient des dommages qu'à eux-mêmes, mais ils ne changeraient rien à l'avènement de cette nouvelle technologie. E quindi questo tipo di mentalità, di approccio o è globale o non ha senso. Et donc ce type de mentalité ou d'approche, soit elle est globale, soit elle n'a pas de sens. E quindi credo che così come esiste un esito mondialista per il transumanismo, Et donc je crois que de même qu'il existe un débouché mondialiste pour le transhumanisme, esiste anche un esito mondialista per l'antitransumanismo. il y a aussi un débouché mondialiste pour l'anti-transhumanisme Che non è meno distopico o meno inquietante. et qui n'est pas moins dystopique ou moins inquiétant. E quindi, come dicevo prima, il punto è sempre quello di cercare di prendere in mano questo cambiamento. Et donc, comme je le disais avant, le point essentiel est toujours d'essayer de prendre en main ce changement. E di decidere, per quanto possibile, quello che deve essere l'esito di questa frattura. Et de décider, pour autant que cela soit possible, quel doit être le débouché de cette fracture, Che comunque si verificherà. qui de toute façon adviendra. E quindi opporsi a testa bassa, in modo reazionario a queste modifiche che stanno avvenendo, Et donc s'opposer, comment dire, la tête baissée, de façon réactionnaire à ces modifications, à ces changements qui sont en train d'advenir, è un tipo di approccio, un tipo di politica che è non solo ideologicamente sbagliato, ma anche dalla realizzazione abbastanza onirica, immaginaria. et d'un point de vue d'une approche politique et non seulement erronée, mais et surtout È impossibile. c'est impossible. Ça se retrouve au niveau de onirique imaginaire, mais techniquement, ce n'est pas possible. E quindi credo che l'onere della prova Et donc, je crois que la preuve doit être apportée. L'onere della prova che spesso viene chiesto ai sovrumanisti Ah oui, et donc la preuve qui est souvent demandée aux surhumanistes. Come farete tecnicamente Comment feriez-vous techniquement a padroneggiare questo passaggio? pour maîtriser ce passage? Deve essere rispedito nell'altro campo. Cette demande de preuve doit être réexpédiée dans l'autre camp. Perché io non ho ancora capito come intendano fare i nemici del sovrumanismo per fermare questo tipo di dinamica. Car je n'ai pas encore compris comment les adversaires du surhumanisme comptent faire pour arrêter ce qui est en acte, ce qui est en train de se produire. Effectivement, Olivier Ress est aussi
une notion clé de ce débat, c'est la notion de la limite. On a déjà parlé de cette marche de l'histoire de la technologie, mais on a effectivement, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont le transhumanisme, qu'est-ce qui peut résister au transhumanisme, puisque on pourrait penser que même si effectivement la France, l'Italie se ferment à ce genre de technologie, à partir du moment où un seul pays y souscrit, il va gagner une puissance incommensurable par rapport aux autres et finira forcément par les dominer. Donc, comment résister à cette tentation humaine d'aller de l'avant? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que notre grande impuissance devant la marche des choses aujourd'hui, elle vient de ce que, pour la plupart d'entre nous, nous sommes devenus, pour notre survie même la plus immédiate, dépendants d'un gigantesque système qui, s'il venait à nous manquer, eh bien, nous serions incapables de continuer à vivre sans lui. Vous voyez aujourd'hui que la France est en ébullition sur la question des retraites. Je suis d'ailleurs, c'est indépendamment de la question des retraites, ce qui me frappe énormément, c'est l'intensité de la mobilisation pour la question de 2 ans en plus ou en moins de retraite, alors qu'on est bien placé pour le savoir, il y a des problèmes comment dire, existentiels autour de notre pays qui me semblent autrement plus graves et qui malheureusement ne suscitent pas les mêmes types de mobilisation. Mais bon, il y a des gens qui disent on va bloquer le pays. Non, c'est totalement impossible. Prenez la région parisienne, si vous bloquez le pays, si les poids lourds ne circulent plus, en 3 jours, dans la région parisienne, c'est la famine. Voilà, si les rayons du Franprix ne sont pas journellement approvisionnés, eh ben, en fait, voilà, on ne mange plus. Et donc là, vous apercevez qu'un paysan du Moyen-Âge, lui, il avait ses moyens propres de survie et donc le système pouvait se bloquer. Mais aujourd'hui, non, c'est pas possible. Donc on est des serviteurs déjà de ce système parce qu'on en dépend pour notre vie, notre survie. Et alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller pousser une étape encore plus loin et de nous implanter dans la tête des choses qui nous seront vendues par des grandes firmes. Et alors, on deviendra, à l'intérieur même de notre corps, on inscrira la dépendance à l'intérieur de notre corps. Des universitaires récemment ont fait le test en posant une certaine batterie de questions à ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle qui a été récemment diffusé. Bon, il s'avère que ChatGPT, en interagissant avec elle, on comprend que si ChatGPT votait, elle voterait Macron ou Mélenchon. Alors déjà, on a Macron et Mélenchon en face. Alors si en plus on les met dans notre tête sous forme d'implants, parce que vous vous doutez bien que les implants, c'est de la haute technologie, donc vous devrez vous fournir auprès de Microsoft, d'IBM, de Google, etc. Bon, et les implants qui vous vendront, ce sera des implants woke. Voilà, c'est comme ça. Donc je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Alors l'argument que vous donniez, c'est de toute façon, c'est ça ou la mort aussi, parce que sinon les gens deviendront surpuissants. Bon, je n'en suis pas sûr du tout. On va au cours du XXIe siècle vers des temps, je pense, de grandes turbulences. Et je me permets juste une toute petite anecdote. Hillary Clinton, du temps où elle était la première dame des États-Unis, elle avait une fondation comme il se doit, et elle avait accompagné son mari qui avait fait une visite au Bangladesh, et elle en avait profité pour aller voir des femmes dans un village du Bangladesh qui, grâce au microcrédit que fournissait sa fondation, avaient pu acheter quelques têtes de bétail par famille, ce qui leur permettait de vivre un peu mieux. Alors Hillary Clinton va voir ces femmes dans le village, elle discute avec elles, et alors bon, évidemment ces femmes avec leurs vaches, leurs conditions c'est un tout petit peu amélioré, mais enfin ça reste quand même extrêmement précaire. Mais à un moment donné, il y a une de ces femmes bengalis qui demande à Hillary Clinton, mais vous, madame, est-ce que vous avez une vache ? Alors évidemment, Hillary Clinton, parce que pour elle, c'était la première richesse, c'était d'avoir une vache. Évidemment, Hillary Clinton n'a pas de vache, parce que si elle veut du lait, il y a un serviteur qui lui en apporte, ça vient du réfrigérateur. Mais vous voyez que si toute la chaîne logistique
qui va des vaches dans les fermes industrielles jusqu'au réfrigérateur d'Hillary Clinton se grippe, eh ben, Hillary Clinton n'a plus de lait, alors que la paysanne Magali, elle a encore du lait. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer au cours du XXIe siècle, du XXIe siècle. Et si vous voulez mettre tous ces œufs dans le panier technologique, me semble extrêmement risqué. Voyez, on prend des courbes de développement technologique et puis on les poursuit comme si, sur leur lancée, ça allait continuer encore pendant des décennies et des décennies. Non, je pense qu'on est arrivé à une ère chaotique et où je pense qu'un certain nombre de vertus paléolithiques vont reprendre énormément d'importance. Effectivement. Alors, simplement, je dois être honnête, je n'ai pas tellement de visibilité sur le temps qui nous reste, parce que je n'ai pas l'heure sur moi. J'ai une heure ? Je suis censé avoir une heure. Non, je vois pas d'heure. Non, je vais simplement, évidemment, enchaîner sur ce qu'Olivier Ray vient de dire. Effectivement, on est aussi dans un contexte, bien que la technologie augmente sans cesse, de raréfaction des ressources. On parle aussi de pics pétroliers et donc aussi beaucoup, notamment dans des milieux souvent écologistes, de perspectives de l'effondrement. Et effectivement, il peut y avoir un risque assez important, comme le dit Olivier Ray, d'inscrire dans son corps des technologies qui peuvent être amenées à ne plus fonctionner tout simplement à partir du moment où l'effondrement a lieu. Andrea Nushanka. Senza dubbio la strada delle nuove tecnologie aumenta anche rischi e problemi. Sans aucun doute, la voie des nouvelles technologies augmente aussi les risques et les problèmes. E uno dei punti per il quale io non sono un transumanista è esattamente questo. Et l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas transhumaniste, c'est exactement cela. Perché il transumanismo espelle l'aspetto tragico, in senso nietzschiano, dalla questione delle nuove tecnologie. Parce que le transhumanisme exclut l'aspect tragique au sens nietzschéen des nouvelles technologies. E come dicevo prima, immagina un futuro in cui tutto sarà bellissimo e tutto sarà semplicissimo grazie alla tecnologia. Et comme je le tecnologia. disais avant, le transhumanisme imagine un avenir où tout sera très simple, tout sera magnifique, tout beau, etc. Ma per chi invece si rifà al senso tragico, in senso nietzschiano, Mais pour qui s'inspire en revanche au sens tragique nietzschéen, è evidente che l'aumentare dei rischi e l'aumentare dei problemi non può essere un ostacolo insormontabile. il est évident que l'augmentation des risques et l'augmentation des problèmes ne peut pas être un obstacle insurmontable. Anche se si tratta di una citazione ormai un po' inflazionata. Bon, même s'il s'agit d'une citation qui maintenant a connu une grosse inflation, on l'a entendu souvent. Dobbiamo ripensare alla famosa frase di Hölderlin sul fatto che laddove c'è il pericolo c'è anche ciò che salva. Nous devons penser à la célèbre phrase de Hölderlin, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Che non a caso Martin Heidegger riprende proprio rispetto alla questione della tecnica. Et ce n'est pas un hasard si Martin Heidegger la reprend justement à propos de la question de la technique. Molto spesso ci si domanda se non debbano allora esistere dei limiti o dei paletti rispetto allo sviluppo delle nuove tecnologie. Donc très souvent on se demande s'il ne doit pas exister des limites ou comment on appelle ça, des barrières de sécurité au développement des nouvelles technologies. È del tutto evidente che anche per un sovrumanista esiste un principio di prudenza nell'applicazione di una nuova tecnologia. Il est tout à fait évident que même pour un surhumaniste, il existe un principe de prudence dans l'application de toute nouvelle technologie. Ma questo principio di prudenza è dinamico e dialettico. Mais ce principe de prudence est dynamique et dialectique. Il limite è qualcosa che si sposta insieme alla conoscenza e alla ricerca e alla tecnica. La limite est quelque chose qui se déplace en même temps que la recherche, que la science, que la technique. Ed è qualcosa di molto diverso da un giardino proibito in cui non si può mettere piede. Et c'est quelque chose de très différent qu'un jardin interdit où l'on ne peut pas mettre les pieds.
quindi nessuno, o quantomeno nessuno di noi, auspica che domani siano applicate sull'uomo delle tecnologie non sicure. Donc personne parmi nous, donc surhumanistes, ne souhaite que demain s'appliquent à l'homme des technologies non sûres. Donc on parlait tout à l'heure. Ma quello che io credo è che è evidente che questa sicurezza non è una essenza, non è qualcosa di dato una volta per tutte, è qualcosa che si sposta man mano che andiamo avanti. Mais ce que je vois, c'est que cette sécurité, cette certitude n'est pas quelque chose de fixe et de donné, mais quelque chose qui se déplace au fur et à mesure. E quindi credo che in nome proprio di un'etica tragica e volontaristica, et donc je crois que vraiment au nom d'une vision tragique et volontariste, dobbiamo guardare a queste trasformazioni con uno sguardo solare. Nous devons considérer ces transformations avec un regard solaire. Senza per questo illuderci che tutto sarà bello e che tutto sarà semplice. Sans pour autant nous bercer d'illusions et croire que tout sera beau et tout sera simple. Ma lo è mai stato in realtà nella storia dell'uomo? Mais est-ce que cela a-t-il jamais été le cas dans l'histoire de l'homme? Effectivement, le débat, je crois, va pas tarder à toucher à sa fin, donc je vais donner un mot final à chacun des deux débatteurs. Je vais me tourner vers Olivier Rey. Finalement, pour vous, conclusion, vous pensez quand même que finalement, avec cet effondrement potentiellement qui peut venir, ce sont les vertus les plus simples qui sont amenées à redevenir, en tout cas les vertus les plus traditionnelles qui sont amenées à revenir sur le devant de la scène, et que finalement, c'est par au contraire une rupture avec cette histoire d'augmentation de la technologie de l'homme que l'homme peut survivre aujourd'hui? En fait, je trouve vraiment dans une situation difficile, mais on pourrait comparer ça un peu à ce qui se passe pour les banques devant une bulle financière qui se forme. Alors, vous pouvez avoir des banquiers raisonnables qui se disent bon, il y a une bulle qui est en train de se former, mais qui un jour va éclater, donc il vaut mieux s'abstenir d'investir dans ce domaine. Sauf que si la bulle met un bon moment à éclater, pendant ce temps-là, les banques qui vont à fond dans la bulle, elles ont des bien meilleurs bilans que la banque qui n'y est pas allée. Et la banque qui n'y est pas allée, elle risque de faire faillite ou d'être rachetée par un de ses concurrents avant l'éclatement de la bulle. Et donc, en fait, c'est comme cela qu'on peut expliquer aussi qu'il y a ce mouvement grégaire des banques, alors même qu'individuellement, quand on prend les banquiers, au moins pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des gens tout à fait raisonnables, mais simplement pour des raisons immédiates de survie de leur établissement, ils sont obligés de suivre le mouvement, tout en sachant qu'à un moment donné, ça va éclater. Alors là, en fait, dans nos perspectives temporelles, en fait, c'est très difficile de faire des prédictions sur les échéances. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, au moins au cours du XXIe siècle, encore une fois, nous allons vers des turbulences majeures. En fait, on le voit aussi dès aujourd'hui. On a des tensions sur les matières premières, on a des tensions alimentaires avec l'augmentation aussi qui continue de la population mondiale. Aujourd'hui, les dépenses militaires augmentent partout dans le monde. C'est sans doute quand même pas tout à fait un hasard. Et aujourd'hui, l'économie mondiale est tellement intégrée que, en fait, un problème ici ou là, en fait, peut gripper les chaînes de production et créer à l'autre bout de la terre de graves difficultés. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de sans cesse chercher à optimiser, en fait, il faut plutôt chercher à rendre les choses plus robustes. Et y compris nous-mêmes, à rendre nos modes de vie plus robustes. Et encore une fois, autant se couper de la technologie est extrêmement dangereux parce qu'on risque d'être complètement désocialisé et puis, comme je l'ai dit auparavant, marginalisé et écrasé. Autant compter sur elle trop
est extrêmement problématique. Je donne un tout petit exemple et puis je termine. Il y a de ça quelques années avait été organisé un procès fictif. On imaginait au tribunal de Paris, on imaginait qu'il y avait des gens qui avaient des implants oculaires qui leur permettaient de beaucoup mieux voir. Un peu, vous savez, l'homme qui valait 3 milliards, bon, il peut voir dans l'obscurité avec les infrarouges, enfin bon, etc. Et puis, il y avait des hackers très habiles qui avaient réussi à prendre le contrôle de la chose et qui avaient rendu ces gens aveugles. Bon. Vous voyez, et alors la question c'était quelle peine faire subir à ces hackers. C'était une sorte de tribunal fiction. Mais vous voyez que votre cornée, personne ne peut en prendre le contrôle à distance. À partir du moment où vous avez des implants, on peut vous débrancher, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc en fait, je pense franchement pas que ce soit encore une fois c'est pas que là, en l'occurrence, que je sois absolument, par principe, si vous voulez, opposé à toutes ces choses. Mais enfin, bon, on vit dans le monde tel qu'il est, et je pense que, franchement, ça n'est pas une bonne idée. Andriy Anouchenko, le mot de la fin sur, effectivement, cette capacité du transhumanisme, à la fois à nous renforcer dans nos capacités, mais à nous fragiliser, parce que ça nous rend dépendants aussi, non seulement à des chaînes de production, mais à des technologies qui peuvent dépasser l'homme. Sì, come dicevo... I futuri sviluppi sicuramente porteranno dei problemi perché il mondo è sempre più interrelato. Oui, comme je le disais tout à l'heure, les futurs développements comporteront toujours plus de problèmes parce que le monde est toujours plus corrélé. Ma quale che sia la strada che prendiamo, questa interrelazione verosimilmente non tornerà indietro. Mais quelle que soit la voie que nous empruntions, cette corrélation ne reviendra vraisemblablement pas en arrière. A meno di idealizzare una fase ben precisa della storia dell'umanità, À moins d'idéaliser une phase bien précise de l'histoire de l'humanité, che in generale per i critici delle nuove tecnologie è il mondo in cui sono cresciuti. qui généralement pour les critiques des nouvelles technologies, c'est le monde dans lequel ils ont grandi. E immaginare che il mondo debba restare sempre quello per sempre. Et donc imaginer que le monde doive toujours rester celui-là, éternellement, enfin pour toujours. Dimenticando che già quel mondo era stato conquistato, era stato costruito andando avanti. En oubliant que déjà ce monde-là avait été conquis, avait été construit en allant de l'avant. E aveva incontrato analoghe obiezioni e analoghe proteste contro Et queste. avait rencontré des objections analogues et des protestations analogues. E in ogni caso, come dicevo prima, quel mondo può essere fissato per sempre. Et de toute façon, comme je le disais avant, ce monde-là peut être fixé pour toujours. Solo al prezzo di una repressione globale crescente e sempre più pressante. Uniquement au prix d'une répression globale croissante et toujours plus oppressante. Ad ogni modo, e concludo, Mais de toute façon, et je conclus, credo che al di là di quello che saranno gli sviluppi delle nuove tecnologie nel mondo di fuori, je crois qu'au-delà de ce que seront les développements des nouvelles technologies dans le monde du dehors, ciò che mi interessa è che il mondo che è qui dentro questa sala, ce qui m'intéresse, c'est que le monde qui est ici, à l'intérieur de cette salle, e il mondo che io in Italia normalmente frequento, in cui milito, in cui faccio politica e metapolitica, et le monde en Italie que je fréquente et dans lequel je fais de la politique, de la métapolitique, esca dalla allucinazione reazionaria sorte de l'hallucination réactionnaire in cui è entrata negli ultimi anni anche a causa della questione del Covid. dans laquelle il est entré ces dernières années aussi à cause de l'épisode Covid-19. E credo che il modo migliore per rendere onore ai padri nobili che prima ho elencato Et je crois que le meilleur moyen de rendre honneur aux pères nobles que j'ai évoqués tout à l'heure, sia porsi sotto l'egida di Prometeo
e non sotto quella del suo fratello un po' rimbambito, Epimeteo. Et c'est de se mettre sous le patronage, si vous voulez, de Prométhée et pas de son frère un peu tardillon, Épiméthée. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. Je pense qu'on a évoqué un certain nombre de sujets. Je vais rendre la parole à Sophie, je crois. Je rappelle quand même qu'Olivier Rey, je crois, dédicacera ses ouvrages à partir de 18h. On a dépassé l'horaire, mais en tout cas... Oui, je vous rappelle aussi que les dédicaces, c'est dans la grande salle. Donc vous passez d'abord par le bar et après vous allez vous faire dédicacer vos livres. Mais merci beaucoup en tout cas Valentin. Je rappelle que tu es journaliste chez Radio Courtoisie. Merci à lui.